Il est l'heure de l'invité politique en toute franchise. C'est la Bougrie où vous recevez ce matin Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national et député de Moselle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. François Bayrou et 5 de ses ministres ont atterri ce matin à Mayotte. Le Premier ministre va annoncer un plan Mayotte debout pour reconstruire l'île avec des mesures concrètes. Qu'en attendez-vous ? D'abord, ça y est, François Bayrou est enfin allé à Mayotte. On l'attendait, hein. Il a été long à démarrer, il était un peu un moteur diesel sur cette affaire. Je pense que nos compatriotes mahorais ont besoin de toute l'attention de toute la nation, et y compris de leur Premier ministre. Nous, on attend effectivement qu'il y ait un plan Mayotte qui soit voté en urgence. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on attend la mi-janvier pour retourner à l'Assemblée nationale. Il y a du travail. Vous êtes favorable à ce que les travaux de l'Assemblée nationale reprennent Mais on a plus tôt ? été élus pour travailler, pas pour regarder passer les trains. Donc là, il y a une urgence Vous en avez suite fait à la ce demande ? cyclone. Bien évidemment, mais je crois que nous ne sommes pas les seuls. Bon, apparemment, ça ne se fera pas. Mais oui, il y a des mesures d'urgence à prendre. D'ailleurs, tout de suite là, pour aider nos compatriotes, mais aussi des mesures sur le long terme. Je rappelle que Mayotte, c'est un quart des habitations qui sont insalubres, que ce n'est pas le raccordement à l'eau courante de tout le monde, c'est 50% de la population issue de l'immigration, souvent clandestine. Donc Mayotte, finalement, ce sont tous les problèmes de la France en gros si. Et donc il faut aller s'occuper de nos compatriotes à Mayotte, les aider. Et ils ont fait le choix de la France, ça mérite de l'attention de notre part. Est-ce qu'il faut inscrire dans cette loi l'interdiction des bidonvilles comme le réclame le maire de Mamoudzou ? Il faut faire en sorte, en tout cas, que les bidonvilles ne puissent pas être reconstruits. D'ailleurs, chacun mérite une maison en dur, mais surtout, le vrai problème, il faut le dire aujourd'hui, c'est l'immigration incontrôlée qui asphyxie Mayotte, qui la plonge dans l'insécurité et qui la plonge dans la pauvreté, et parfois aussi avec ce qui s'ensuit des crises sanitaires. Il faut maintenant contrôler les frontières de Mayotte de manière très stricte. Je le rappelle, 50% de la population vient notamment des Comores. Les Comores qui ont décidé finalement de ramener Mayotte dans leur giron par la voie de l'immigration. C'est cette lutte-là qu'il faut mener, et la fin du droit du sol, d'ailleurs à Mayotte, comme sur le reste du territoire français. Sur la fin du droit du sol, vous le savez, il a déjà été limité depuis quelques années. Les flux migratoires n'ont pas diminué. Est-ce que pour vous, la solution réside uniquement dans cette question migratoire ? Pas uniquement, bien évidemment. Il y a des infrastructures à réaliser. J'ai parlé des conduites d'eau, par exemple. Mais vous savez, une frontière, si elle n'est pas contrôlée, c'est une passoire. On peut monter sur la table et déclarer « je ne veux plus d'immigration ». Si on ne contrôle pas la frontière, ça ne changera rien. Donc il faut contrôler les frontières de Mayotte. Et je le répète, ce qui est vrai là-bas est vrai aussi sur le territoire métropolitain. Comment on reloge ces gens qui ont tout perdu ? Mais d'abord, il faut les aider. Je pense que des fonds vont être débloqués. On a vu d'ailleurs qu'avec les assureurs, il y aurait des négociations. Même pour ceux qui n'étaient pas assurés, il y aurait une aide. Il faut évidemment les aider. Mais je le rappelle, le meilleur moyen d'éviter qu'il y ait des bidonvilles qui se construisent, c'est deux choses. Éviter la pauvreté et donc investir dans Mayotte, dans les infrastructures, dans les missions régaliennes de l'État, notamment la justice et la police, mais pour qu'il y ait une vie en sécurité, une vie prospère, et en même temps contrôler l'immigration. Dernière chose, Manuel Valls qui compte y rester plusieurs jours, est-ce que pour vous c'est un bon signal ? Écoutez, d'abord qu'il y ait un ministre d'État de plein exercice pour l'outre-mer, nous c'est une demande que nous faisons au Rassemblement national avec Marine Le Pen depuis longtemps, parce que nos compatriotes français qui vivent loin de la métropole méritent la même attention, voire même parfois un peu plus que l'ensemble de nos compatriotes. Donc ça c'est une très bonne chose. Maintenant, s'ils restent sur place pour trouver des solutions, pas d'objection. Autre sujet dans l'actualité, vous le savez, on a un nouveau gouvernement. On finit l'année avec donc ce gouvernement constitué. Gérald Darmanin, nouveau ministre de la Justice, veut instaurer un isolement renforcé pour les 100 plus grands narcotrafiquants en prison. Est-ce que c'est une mesure que vous auriez pu proposer ? Pourquoi pas, mais c'est vrai que Gérald Darmanin, je me méfie un peu. Un chat échaudé craint l'eau froide. Je rappelle que Gérald Darmanin, il était ministre de l'Intérieur quand le nombre d'homicides ou de tentatives d'homicides liés au narcotrafic ont augmenté en 2023 de 60%. Mais c'est même Gérald Darmanin. Parlons du présent, et des mesures qu'il propose. Et parlons du fond, notamment par exemple sur la saisie massive des téléphones portables en prison. Est-ce que ce sont des choses qui pourrait améliorer la situation. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? C'est-à-dire que ce que nous disons depuis des années, ils sont en train de le réaliser. Et donc, vous réjouissez que il y a des téléphones, il y a des ordinateurs, mais c'est la moindre des choses. On en est à se féliciter de savoir que les poissons nagent et que les oiseaux volent. Mais excusez-moi, il y a des évidences qui auraient dû être mises en place depuis très longtemps. La vraie question qui se pose, est-ce que M. Darmanin aura les moyens financiers et législatifs pour avancer ? M. Darmanin aura-t-il le courage de l'action ? Je rappelle qu'il a été ministre du budget, la France est en faillite. Je rappelle qu'il a été ministre de l'Intérieur. C'est un fiasco sécuritaire et un fiasco d'immigration. Il est maintenant ministre de la Justice. Excusez-moi, mais moi, plutôt que d'être rassuré, je suis plutôt inquiet.
Vous avez l'impression que c'est un gouvernement qui prend un peu les idées du Rassemblement national et essaie de les appliquer? Certains essayent de parler comme nous, comme M. Retailleau. Pour vous séduire? Mais je ne sais pas si c'est pour nous séduire ou simplement parce que nous avions raison avant les autres et que forcément, au bout d'un moment, il faut reconnaître l'évidence. Maintenant, sur l'action, vous savez, nous n'avons que très peu d'espoir dans ce gouvernement. Vous savez, ceux qui ont tout raté depuis 40 ans, dans ce petit système maintenant cloisonné, sclérosé, ils se renomment entre eux, alors ils changent de ministère, ils retrouvent leur ministère, mais vous savez, depuis 40 ans, ils nous ont amenés dans le mur. J'ai malheureusement peur que ça ne cesse pas, mais on verra. On a quand même du mal à vous suivre entre Gérald Darmanin et Didier Migaud, entre Bruno Retailleau et ceux qui l'ont précédé. Vous dites que c'est la même chose en réalité. Je ne dis pas ça, je dis que pour l'instant, on attend les actes. Je dis que ces gens-là ont un passé. Eux ou leur formation politique, et que ça ne parle pas en leur faveur. Maintenant, nous sommes des pragmatiques. Si demain des projets de loi, des propositions de loi sont proposées qui vont dans le bon sens, nous les voterons. Et s'il y en a des mauvais, nous les refuserons. Il y a un projet de loi qui arrive, Laurent Jacobelli, et qui est très important pour le pays. C'est le projet de loi Finances. Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'Éric Lombard, le ministre de l'économie? Alors écoutez, il faudrait demander à Marine Le Pen et Jordan Bardella. Pour l'instant, je ne crois pas. Mais en tout cas, on a beaucoup de choses à lui dire. Monsieur le ministre, arrêtez avec le matraquage fiscal des Français. Ça fait des années qu'on leur ponctionne leurs revenus et leur épargne. Ça fait des années qu'on endette le pays. Et ça fait des années que les services publics périclitent. Il est temps d'inverser la vapeur, de libérer fiscalement les Français pour relancer la machine. Bon, vous ne ferez aucun compromis, vous restez sur les mêmes lignes rouges que celles que vous aviez données. Évidemment, arrêtons de s'en prendre aux Français. Vous savez, on a respecté notre parole. En votant la censure, on a permis de faire en sorte que le prix de l'électricité baisse de 14%, que les points d'indice retraite augmentent de 2,8%. Vous la revoteriez avec la France dans les insoumise? mêmes conditions, oui, bien sûr. Et ça, le nouveau gouvernement doit le savoir. Et celle qui arrive mi-janvier, après la déclaration de politique générale? Mais on verra bien. Mais est-ce que vous ne vous dites pas aujourd'hui, attendons de voir? Et c'est exactement ce que je vous dis. Attendons de voir. Si ça va dans le bon sens, nous laisserons le gouvernement gouverner. Si l'intérêt général, le pouvoir d'achat des Français, la sécurité des Français, l'identité des Français sont en danger, alors nous censurerons. C'est notre rôle d'opposition constructive et responsable. Laurent Jacobelli, de fait, vous n'écartez pas la possibilité de renverser le gouvernement avec la France insoumise, juste après la déclaration de politique générale de François Bayrou? Écoutez, c'est peu probable. Pourquoi? Parce que nous attendons des actes. La déclaration générale, ce sont des intentions. Nous, on attendra normalement de voir un budget en dur. Concrètement, est-ce que ce budget réduit la volonté du gouvernement de matraquer fiscalement les Français? Est-ce qu'il va dans le bon sens en termes de pouvoir d'achat? Est-ce qu'il respecte nos agriculteurs, nos retraités, les Français qui travaillent? Eh bien, c'est en fonction de ça que nous jugerons. Dernière question, si vous voulez bien. Vous serez jugé le 21 janvier pour vous être adressé à un député du camp présidentiel. C'était l'année dernière, en octobre dernier. En ces termes, à Belkir Belhaddad, il va bien, le Hamas, et vous l'avez également traité de racaille. Est-ce que vous lui avez présenté des excuses depuis? Vous avez dit que c'était une expression maladroite. D'abord, est-ce que vous êtes excusé? Est-ce que vous avez des regrets un peu plus... Sur le coup, bien sûr, mais c'était une discussion privée, alors qui a été filmée à mon insu. Lors d'une cérémonie publique? Oui, d'accord, mais on voit bien sur les images que c'est la partie... Vous étiez là en qualité d'élu. J'ai un peu l'impression quand même que nous, lorsqu'au Rassemblement national, quand on prononce le mot racaille, c'est tout de suite très grave, alors que franchement, c'est pas un mot reconnu comme une insulte dans le dictionnaire, et que d'autres députés, d'autres partis politiques peuvent se permettre à peu près tout. J'aimerais bien que ce deux poids, deux mesures cesse, et puis qu'on puisse de temps en temps s'intéresser aux vrais sujets. Je ne suis pas sûr que ça passionne les Français qui aujourd'hui ont un vrai besoin de pouvoir d'achat, de sécurité et de retrouver cette France qu'ils aiment tant. Merci à vous, Laurent Jacobelli.